Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, notre entretien avec le sociologue Renaud Epstein fera l'objet de 2 épisodes. Ce premier épisode est consacré à la politique de la ville et à son évaluation. Le mois prochain, nous nous concentrerons davantage sur les émeutes urbaines et sur le rôle que peuvent jouer les chercheurs sur les politiques publiques. Pour ces 2 épisodes, nous avons bénéficié de l'aide de Nami Fofana, étudiante en BUT métier du multimédia et de l'Internet à CY Cergy Paris Université. Bonne écoute de l'Instant Recherche. Bienvenue dans l'Instant Recherche. Je suis Solène Azoir et tous les mois, je m'entretiens avec des chercheurs en sciences humaines et sociales de CY Cergy Paris Université qui partagent leur savoir avec enthousiasme et simplicité. La politique de la ville, dans notre imaginaire collectif, c'est ça. Ce sont les grands ZUP, les grands quartiers HLM des périphéries des plus grandes métropoles. C'est ça, mais c'est pas que ça. Depuis la fin des années 70, la politique de la ville, c'est aussi des politiques qui traitent des petits quartiers de villes moyennes. Depuis les années 70, la politique de la ville rythme la vie des quartiers dits sensibles. Impliquer les habitants, financer des projets locaux, repenser l'urbanisme, autant de stratégies pour désenclaver ces territoires et mieux intégrer leurs habitants à la vie citoyenne. Mais après plus de 40 ans d'initiative, les résultats interrogent. Les colères explosent, les inégalités persistent. Et pendant qu'on se focalise sur les banlieues, les zones périurbaines, elles aussi fragilisées, restent largement hors du radar. La politique de la ville a-t-elle vraiment tenu ses promesses ? Quelles sont ces zones d'ombre ? Et comment penser autrement la relation entre centre et périphérie ? Renaud Epstein, professeur de sociologie à CY Cergy Paris Université et directeur adjoint de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, est l'un des spécialistes de ces questions. Également membre du CESDIP et rédacteur en chef de la revue Mouvement, il étudie depuis des années la politique urbaine et les inégalités territoriales. Aujourd'hui, il est avec nous pour en parler. Merci beaucoup Renaud d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Qu'est-ce que la politique de la ville et à quoi sert-elle ? Alors, la politique de la ville est une politique publique qui se définit d'abord par ses cibles, par ses objets. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, c'est une politique qui vise moins à traiter l'ensemble des villes que des quartiers particuliers, ce qu'on appelle des quartiers prioritaires, qui sont les quartiers les plus défavorisés des villes, le plus souvent des quartiers qui sont situés en périphérie des villes. Pour le dire dans des termes qui sont ceux du débat public, c'est les cités HLM de banlieue, ces objets. Même si dans ces cibles, il n'y a pas que des cités HLM. Si vous allez dans le bassin minier du Pas-de-Calais, vous avez des petites cités minières qui sont visées par cette politique parce que ce sont des quartiers qui concentrent aussi les handicaps sociaux, les difficultés sociales. Mais quand même, globalement, c'est une politique qui vise à traiter ce qu'on a pu appeler, à partir des années 80, la crise des banlieues. Elle se définit par ses cibles, donc cette politique publique, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, parce que la question c'est qu'est-ce qu'elle cherche à faire dans ces quartiers, quelles sont ses actions, et alors là, c'est très difficile de dire ce qu'est la politique de la ville, parce que c'est une politique qui se définit par un certain nombre de principes méthodologique, notamment un principe de l'approche globale. Alors on dit parfois la transversalité, approche holistique, approche globale. En fait, ce que ça veut dire, c'est une politique qui n'est pas une politique sectorielle, qui ne traite pas la santé, ou qui ne traite pas la sécurité, ou le logement. Non, elle traite de tout. Elle traite de tout parce qu'elle se fonde sur un diagnostic qui consiste à dire que dans ces territoires en difficulté, les problèmes sont interdépendants. Si vous voulez résoudre les problèmes de la jeunesse dans ces quartiers, c'est pas que de la formation, il faut aussi traiter les problèmes de santé, de logement, parce que très bien, un jeune de quartier trouve une formation, trouve un boulot, mais s'il n'a pas accès au logement. Donc, c'est une politique globale, et par ailleurs, c'est une politique, deuxième caractéristique importante, partenariale. C'est pas une politique qui relève de l'État, c'est pas une politique qui relève des communes, des intercommunalités, des régions, des départements, elle relève de tout le monde. Et le principe fondateur de cette politique, c'est une politique partenariale entre l'État, les villes, et puis au-delà, progressivement, on sent les autres collectivités, les HLM, les transporteurs publics, etc., avec l'idée que autour de quartiers qui ont des problèmes multiples et complexes, on va faire des tours de table, on réunit l'ensemble des acteurs publics pour définir des stratégies de ce qu'on a pu appeler développement social.
Voilà pour aller vite. Et une fois que j'ai dit ça, là encore une fois, je pense que j'ai pas dit grand-chose parce que je vous ai donné quelques grands principes de la politique de la ville. J'aurais pu en rajouter d'autres. C'est une politique qui, depuis son origine, promeut la participation des habitants. C'est une politique qui, depuis ses origines, promeut l'évaluation. Bon, mais quand je dis depuis l'origine, cette origine, suivant le moment où on va dater ça milieu des années 70, avec le lancement d'une procédure qu'on avait appelée Habitat et vie sociale, le début des années 80, avec la mise en place d'une politique qu'on appelait développement social des quartiers, le début des années 90, où là, il y a un ministre de la ville, qui pour la première fois on se met à parler de politique de la ville. Donc, qu'on dise que la politique de la ville, elle a 30, 40 ou 50 ans, ça fait du temps, et donc ça veut dire aussi des variations. Ça n'a pas toujours été la même politique, il y a eu des évolutions politique. Quand on a un gouvernement de gauche, de droite, c'est pas les mêmes approches des quartiers. Localement, c'est une politique qui est négociée localement. Les maires n'ont pas tous, eux non plus, les mêmes approches. Et puis, au fil du temps, il y a des priorités qui émergent. On parlait pas de numérique dans les années 70. On en parle beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce que la politique de la ville ? Je vous ai donné là un certain nombre d'éléments. Il faut garder à l'esprit peut-être ça. C'est une politique qui porte à la fois sur l'urbain, l'aménagement urbain, les conditions de logement, etc., qui porte sur le social, deuxième dimension, et quand même dans d'autres dimensions, dont une qui est présente depuis l'origine, mais qui monte en puissance, qui est la sécurité. Donc c'est une politique urbaine et sociale, c'est une politique partenariale de l'État avec les villes. Comment peut-on savoir si cette politique et ces stratégies partenariales que vous avez évoquées fonctionnent vraiment ? Existe-t-il des critères clairs pour mesurer l'efficacité de la politique de la ville ? Alors, on entend de façon récurrente, ou bien la politique de la ville, on met des milliards dans les quartiers et ça marche pas, c'est un échec. Alors ça, de façon rituelle, dès qu'il y a une émeute, voilà, on dit ça. On entend aussi souvent, oh là là, cette politique, on met des milliards mais on ne l'évalue pas. Il y a d'ailleurs un paradoxe de dire ça marche pas et de dire on l'évalue pas. Si on l'a pas évalué, on ne sait pas si ça marche ou pas. Et tout ça est d'autant plus paradoxal que dans l'histoire des politiques publiques françaises, la politique de la ville est celle qui a fait l'objet du plus grand nombre d'évaluations. Au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental. Tous les 5 ans, pour aller vite, il y a pratiquement toutes les villes engagées dans cette politique ont dû conduire des évaluations. C'est-à-dire qu'on a dans les archives administratives des stocks de milliers de rapports d'évaluation locaux. D'accord. Pour en avoir analysé une bonne partie, fait une méta-évaluation à 2 reprises, je peux vous dire que voilà, il y en a du matériau évaluatif, et puis s'ajoute à ça toutes les évaluations nationales, non seulement de la politique dans son ensemble, mais de chacun de ses programmes. Parce que j'aurais pu dire ça aussi. C'est une politique qui se décline en programmes. Sur l'aménagement urbain, il y a depuis 2003 les programmes de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction des quartiers. Sur l'éducation, à côté de l'éducation prioritaire de l'éducation nationale, il y a aujourd'hui les cités éducatives. Et je peux prendre pour chaque thématique, il y a des programmes de la politique de la ville, et chacun de ces programmes fait l'objet d'évaluation. Donc c'est une politique pour laquelle on a énormément d'évaluations, ce qui en soi, et je trouve très intéressant. Il y a énormément de politiques publiques qui mobilisent beaucoup plus d'argent que la politique de la ville, qui ne font l'objet d'aucune évaluation, mais sur lesquelles on dit jamais « oh là là, ça manque d'évaluation ». La politique de la ville, on dit toujours « oh là là, on n'a pas évalué, il faut évaluer », etc. Ce qui nous renvoie à quoi ? Ce qui nous renvoie une sorte d'illégitimité permanente d'une politique publique dirigée vers des quartiers pauvres, et puis, il faut bien le dire, vers des quartiers qui, de plus en plus, se définissent non seulement par la pauvreté monétaire de leurs habitants, mais par la structure de leur population et le fait que ce sont aujourd'hui des quartiers de minorité, des quartiers de population racisée. Et il y a une illégitimité de la politique de la ville fondatrice et qui se demeure, qui est ça. Et si je devais le dire crûment, ceux qui contestent la politique de la ville, qui disent ça marche pas, qui disent voilà, faut évaluer, ils nous disent il faut pas agir en direction des quartiers de Noirs et d'Arabes. Ceci étant dit, que nous disent ces évaluations ? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire d'abord parce que cette politique, comme je l'ai dit, c'est une politique qui est négociée localement entre les maires et les préfets. Et c'est pas la même politique de la ville qui est menée à Marseille dans les quartiers nord et à Nantes dans le quartier Malakoff ou à Vierzon dans le quartier du Clos du Roi. Et donc, juger de l'efficacité globale de cette politique, alors même que les orientations, les actions sont complètement différentes, alors que les contextes territoriaux et les enjeux territoriaux n'ont rien à voir. Vous avez le même taux de pauvreté sans doute au Clos du Roi à Vierzon et à Malakoff à Nantes, mais les contextes territoriaux n'ont rien à voir. Une petite ville en déclin, une métropole en plein boom, c'est pas la même chose. Et même en Île-de-France, un quartier enclavé dans une lointaine périphérie comme le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie et un quartier d'hypercentre métropolitain comme celui des 4 Chemins à Aubervilliers,
c'est deux mondes. Donc c'est très dur d'évaluer globalement. Et si je devais quand même prendre les critères qui ont été ceux arrêtés dans la loi depuis 2003, à savoir des critères d'écart statistique entre ces quartiers et leur environnement. Une politique qui, depuis 2003, fixe clairement un objectif. Il faut réduire ces écarts entre ce qu'on appelait à l'époque les ZUS, zones urbaines sensibles, qu'on appelle aujourd'hui les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV, et leur environnement. De façon très claire, l'objectif de réduction des écarts n'est pas atteint au niveau national. Voilà. Il y a des variations locales, etc. Mais globalement, la politique de la ville n'est pas parvenue à réduire les inégalités territoriales. Bon, on pourrait dire que c'est un échec. Au regard de ce critère, oui, c'est un échec. Pour autant, est-ce que c'est un échec imputable à la politique de la ville ? Ça, c'est une vraie question évaluative. Il ne s'agit pas de décrire, mais aussi d'imputer quand on fait l'évaluation. Or, en la matière, il faut toujours se rappeler que la politique de la ville, c'est rien, budgétairement. Et que imputer à la politique de la ville, qui n'a jamais, dans toute son histoire, représenté 1% du budget de l'État. D'accord. Vraiment, c'est peanuts. On vous dit les milliards pour les banlieues. Gros discours de l'extrême droite, les milliards pour les banlieues pendant que la France périphérique souffre. Mais les milliards pour les banlieues, ils n'existent que dans l'esprit de ceux qui les dénoncent. Toutes les études, qu'elles soient produites par la Cour des comptes, par des inspections des finances, par des chercheurs, nous montrent que la supposée discrimination positive territoriale en faveur des quartiers. La politique de la ville se présente comme une politique de discrimination positive territoriale qui consiste à donner plus aux territoires qui ont moins. Et de fait, la politique de la ville, elle donne des crédits supplémentaires pour des actions dans ces quartiers. Sauf que toutes les études dont nous disposons nous montrent que le plus apporté par la politique de la ville à ces quartiers pauvres est largement inférieur à la production du moins par les politiques dites de droit commun. Pour comprendre ce qui se joue, le meilleur exemple, c'est de regarder l'éducation nationale. Il y a bien, en direction de quartiers qui sont à peu près les mêmes, une politique d'éducation prioritaire, ce qu'on appelait les ZEP, les REP, tout ça. Et effectivement, l'État donne des moyens supplémentaires pour les bahuts dans ces quartiers pauvres, qui permet globalement d'avoir un peu plus de profs pour baisser les effectifs par classe. En moyenne, 2 élèves de moins par classe. Et ça a un coût, parce qu'il faut donc plus de profs. Sauf que malgré cet effort supplémentaire, quand on calcule les budgets étatiques par élève, on se rend compte qu'on dépense beaucoup plus pour les élèves de centre-ville, pour les gamins des bourgeois, que pour les gamins des prolos en banlieue. Pourquoi ? Alors qu'on met plus ? Tout simplement parce qu'il suffit de regarder qui sont les profs dans les collèges et les lycées de centre-ville, plus souvent des vieux agrégés ou des vieux capétiens, des profs avec de l'expérience qui coûtent plus cher. Qui sont les enseignants dans les bahuts des cités pourries ? Des jeunes, déjà quand il y a des profs, parce que c'est là aussi qu'il y a le moins de remplacement, donc des jeunes, jamais des agrégés ou presque, des capétiens, parfois maintenant même des contractuels recrutés en speed dating, et ça coûte beaucoup moins cher. Donc vous pouvez dire, on fait plus, mais le fonctionnement ordinaire de l'éducation nationale fait que structurellement, on met moins. Et donc, de fait, les milliards pour les banlieues, ils n'existent pas. On ne met pas plus. Les seuls milliards qui sont vraiment arrivés dans les banlieues sont ceux de la rénovation urbaine, de la politique de démolition-reconstruction amorcée depuis 2003. Depuis 2003, il y a eu, entre 2003 et 2015 en gros, 50 milliards d'investissements pour restructurer près de 500 quartiers. C'est énorme, ça. Et puis, depuis 2014, il y a un nouveau programme qui mobilise quasiment des crédits. Alors, ça donne le tournis, 50 milliards. Ouais, on met des milliards pour ces cités. Et puis après, ils se révoltent, ils brûlent tout, C'est très illégitime. Sauf que on met des milliards. Qui met ces milliards ? C'est pas l'État. L'État était supposé financer largement cette politique. C'est pas le cas. Il n'a jamais tenu ses engagements. Les financeurs de la rénovation urbaine, c'est d'abord ce qu'on appelle le 1% logement, c'est-à-dire des cotisations des employeurs pour loger leurs salariés. En 2, ce sont les collectivités, les communes principalement. Et en 3, ce qu'on appelle les bailleurs sociaux. Donc, qui paye pour la rénovation urbaine ? L'État, moins de 10%. Qui paye pour la rénovation urbaine ? Ce n'est pas les retraités zémouristes des Alpes-Maritimes qui payent pour les Arabes de Seine-Saint-Denis. Non. Ce sont les locataires de ces quartiers qui payent, ce sont les employeurs qui payent pour loger leurs salariés, et ce sont les communes qui payent pour leurs habitants. Donc là aussi, faut bien avoir ça à l'esprit. Les milliards pour les banlieues, c'est pas on prend dans la poche de la France périphérique pour les quartiers périphériques, comme le dit Jordan Bardella. Les flux financiers, en fait, c'est l'inverse. Ce sont les actifs de Seine-Saint-Denis qui cotisent pour payer les pensions de retraite des électeurs RN des Alpes-Maritimes. On remarque souvent que les gens qui réussissent quittent leur quartier.
Est-ce inévitable selon vous et peut-on imaginer des moyens de les inciter à rester ou à revenir ? Alors c'est une question très pertinente et sans doute centrale pour l'évaluation, justement, parce qu'on n'arrête pas de dire, on met des milliards, mais la situation ne s'améliore pas, c'est-à-dire on prend la photo, recensement, 2000, il y a 30% de chômeurs, et puis recensement, je dis n'importe quoi, 2007, 2010, il y en a encore plus, donc c'est un échec. Oui, sauf que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes habitants, et si on n'évaluait pas juste en comparant les photos statistiques entre deux périodes, mais si on regardait le film, on pourrait avoir un jugement absolument opposé. Effectivement, les ménages qui disposent du plus de ressources ou qui s'enrichissent dans les quartiers en partent. Et ils sont remplacés dans ces mêmes quartiers par des ménages plus défavorisés. C'est un trend permanent. Mais est-ce que c'est un échec de la politique de la ville ? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça à l'inverse ? C'est-à-dire que la politique de la ville, si elle vise pas simplement à changer la statistique, mais à accompagner les gens, ces actions ont permis à des personnes qui sont arrivées dans ces quartiers, souvent dans des situation un peu difficile, d'acquérir des ressources, de se former, d'accéder à l'emploi, et de stabiliser familialement, de sortir de la précarité, et ensuite de poursuivre leur parcours résidentiel. Et de ce point de vue-là, la politique de la ville, ce serait un échec. Et vous voyez, un vrai paradoxe, ça pose la question de savoir à quelle aune et avec quels critères on évalue une politique publique. Vous vous rendez bien compte qu'évaluer la politique de la ville exclusivement à l'angle de la photo de la concentration de la pauvreté, je vais raisonner par analogie pour que vous voyez de l'absurdité. Si on regarde un hôpital, on prend la population qui habite dans un hôpital à une date donnée. Ok, il y a tant de pourcents de maladies de longue durée. On regarde la population qui habite, qui dort dans l'hôpital 5 ans après. C'est pas mieux. C'est même encore pire, parce qu'entre-temps, il y a eu des réformes et tous ceux qui peuvent à peu près marcher après une opération, on les bat. Donc, la population, elle est en aussi mauvaise santé, voire en plus mauvaise santé dans l'hôpital en 2020 qu'en 2015. Alors qu'entre-temps, on a investi des milliards dans l'hôpital. On pourrait dire, à quoi ça sert ? C'est un échec l'hôpital, on va le fermer. Vous voyez, cette analogie nous donne à voir l'absurdité du raisonnement consistant à juger de la politique de la ville au prisme de l'état de la population. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement quelles sont les mobilités. Et ces quartiers qu'on représente souvent comme des quartiers ghettos, de relégation, d'enfermement, des quartiers où personne ne choisirait de vivre et d'où on n'arrive pas à sortir. Pour parler comme Emmanuel Macron, des quartiers d'assignation à résidence. Les statistiques sur les mobilités résidentielles nous montrent que ce sont des quartiers où on bouge autant que dans le reste de la ville. Parfois même un peu plus, parce qu'il y a moins d'accession à la propriété qui ancre les gens. Ce sont tous sauf des quartiers de relégation. Il y a des groupes de population, oui, qui n'arrivent pas à en sortir. Mais ce sont avant tout des quartiers de flux, de mobilité, et de mobilité plutôt promotionnelle. Alors, à partir de là, est-ce qu'on pourrait trouver les moyens d'inciter les gens à rester ? Parce que quand même, c'est vrai que ce départ des populations les plus dotées en ressources, les plus structurantes, pose problème dans les écoles, pose problème pour la dynamique habitante, etc. Oui, sans doute. Il y avait un slogan qui avait été proposé par des sociologues pour la politique de la ville dans les années 90, qui était « Donner les moyens de partir et l'envie de rester ». Moi, je trouve que ça, c'est un bon slogan de ce que devraient être les objectifs de la politique de la ville. Il ne s'agit pas pour ancrer des gens, s'ils ont envie de bouger, c'est très bien. Mais il faut leur donner les moyens pour ça. Il faut les aider à acquérir des moyens pour pouvoir, s'ils le souhaitent, partir. Et puis, il faut leur donner l'envie de rester, ce qui passe par, évidemment, de la rénovation urbaine, évidemment, par des services publics quand même un peu mieux dotés. Voilà. C'est dans cette tension que ça se joue, me semble-t-il. Vous avez parlé des moyens mis à disposition pour la politique de la ville en opposition aux moyens mis pour la politique des zones périurbaines et rurales. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à mener une politique spécifique pour la ville d'un côté et une autre pour le rural de l'autre ? Ou est-ce qu'il faudrait imaginer une politique plus globale qui prenne en compte l'ensemble des territoires pour éviter que certains habitants se sentent oubliés ou délaissés ? Alors là, vous soulevez une question qui est au cœur des controverses politiques sur le territoire depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et pour aller vite, depuis qu'un essayiste, géographe, Christophe Guilly, a sorti un bouquin qui s'appelle « La France périphérique », qui a eu énormément de succès dans le débat public, combien même scientifiquement, il n'a aucune valeur, mais peu importe. Un livre dans lequel il développe une thèse, pour aller vite, qui consiste à mettre en opposition les métropoles et le reste du territoire. Et
en disant qu'il y a un choix qui a été fait, et ça, là, c'est une réalité, un choix qui a été fait par les élites politiques, économiques, urbaines depuis le début du XXIe siècle, qui consiste à donner la priorité aux métropoles, qui sont les locomotives du développement, avec l'idée qu'après, le développement métropolitain allait ruisseler vers le reste, mais que la réalité, c'est que tout ça s'est joué au détriment de ce qu'il appelle la France périphérique, qui agrège le périurbain, les petites villes en déclin, le rural profond, etc. Cette thèse a eu énormément de succès, et c'est une thèse qui a été largement reprise par l'extrême droite, puis désormais par la droite, on appelait dans le temps républicaine, notamment parce qu'elle a une vertu, cette thèse, elle permet paradoxalement de dire que les quartiers de minorité, ces quartiers visés par la politique de la ville, qui font l'objet d'une attention particulière parce qu'ils consentent les difficultés de retourner, de dire ce ne sont pas des victimes qui auraient besoin de la sollicitude des pouvoirs publics, mais c'est le contraire. Pourquoi ? Le discours, ça consiste à dire finalement, ces quartiers dits défavorisés sont doublement bénéficiaires. D'une part, ils bénéficieraient des milliards, de ces supposés milliards pour les banlieues, et d'autre part, ils bénéficieraient de l'accès à l'ensemble des opportunités, des ressources qui sont localisées dans les métropoles, qu'il s'agisse de ressources économiques, culturelles, d'emploi, de transport, pendant que la France, des villes petites et moyennes en déclin, du rural profond, du périurbain, elle souffrirait, verrait les services publics se retirer, l'absence d'emploi, et n'aurait pas ces supposés milliards. Bon, il y a une stratégie de mise en opposition des territoires, qui est politiquement très très efficace, mais qui est analytiquement très très problématique. Quand je dis politiquement très efficace, c'est pas que, évidemment, le livre de Guilly, c'est son appropriation, et puis la manière dont il a servi de grille de lecture pour toute une série d'élites journalistiques et politiques du mouvement des Gilets jaunes. Et l'opposition construite entre des territoires qui partagent énormément de problèmes communs, de retrait des services publics, de revenus contraints, etc. Il y a des spécificités. Il y a aussi énormément de problèmes communs entre ces territoires qu'on a qualifiés avec des collègues dans un numéro récent de la revue Mouvement, les territoires délaissés, qui était une manière aussi de réarticuler des territoires qui ont du commun alors qu'on essaye de les opposer. Donc, après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la construction de cette opposition qui s'est renforcée et une stratégie politique très claire qui a consisté à donner la priorité aux territoires ruraux et aux petites villes dans les politiques territoriales, les politiques d'aménagement du territoire. Alors, c'est un retournement très notable, très spectaculaire par rapport à ce qui s'était déployé depuis le début des années 2000, où il y avait une priorité très claire donnée aux métropoles et une disparition d'une politique d'aménagement du territoire touchant le reste des territoires. Là, on est dans une forme de retournement. Depuis le début du premier quinquennat Macron, on n'entend plus parler de politique de la ville. Faut surtout pas en parler. La politique continue, les actions continuent, mais zéro communication. Ne disons pas qu'on agit en direction des quartiers de minorité. Ça pourrait susciter le ressentiment du reste de la France. Par contre, alors là, mise en scène permanente, les villes moyennes, programme Action Cœur de Ville, les petites villes, programme Petites Villes de demain, maintenant les centres-bourgs ruraux avec Villages d'avenir, un agenda rural, la programme France Ruralité, etc. Voilà. Il y a une vraie priorité qui est donnée et qui permet aussi de masquer les problèmes des autres territoires, des territoires urbains. Alors, en même temps, là où c'est compliqué, quand on regarde, si on dépasse la communication et le politique et le débat politique, c'est quand on regarde toute l'histoire de la politique de la ville, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, politique de la ville, ça veut dire quoi ? 9-3, la Seine-Saint-Denis, la banlieue d'Île-de-France. Maintenant, là, depuis quelques années, Marseille Nord, là, voilà, c'est bien, c'est spectaculaire et tout. Voilà, et dans les années 80, c'était beaucoup l'Est lyonnais. La politique de la ville, dans notre imaginaire collectif, c'est ça. Ce sont les grands ZUP, les grands quartiers HLM des périphéries des plus grandes métropoles. C'est ça, mais c'est pas que ça. Depuis la fin des années 70, la politique de la ville, c'est aussi des politiques qui traitent des petits quartiers de villes moyennes. Je vous citais le Clos du Roi à Vierzon, moi j'y ai bossé dans les années 90. La politique de la ville a toujours eu dans son périmètre des quartiers qui sont des quartiers de petites villes, voire des quartiers complètement isolés au milieu du rural. Vous allez à Couëto, au fin fond du Béarn, au milieu de la Pampa, il y a une sorte de mini-Sarcelles qui a été construite. C'était à l'époque où France se croyait Dubaï, on avait trouvé du gaz à lac, mais il a fallu loger les ouvriers. Et au milieu de rien, on a ce quartier, donc en plein milieu du rural. Et la politique de la ville, voilà, si on dépasse la représentation Seine-Saint-Denis, Marseille, en fait, ça a toujours été des quartiers en difficulté dans tout un ensemble
de territoire. Maintenant, si je reviens à votre question, est-ce qu'il faut continuer à se concentrer sur ces quartiers où il y a une politique plus globale ? Moi, il me semble qu'on ne peut pas traiter les problèmes des quartiers comme des isolats. Les quartiers, ils sont dans un environnement. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on s'est mis à parler de politique de la ville et plus simplement de politique des quartiers. Même si on visait les quartiers, se posait la question de leur intégration dans la ville. Des barrières, de leur enclavement, des discriminations qui tenaient à l'écart de la ville certains de leurs habitants, etc. Donc déjà, c'est pas que le quartier, c'est l'échelle de la ville. Et donc quand on dit de la ville, c'est de l'agglomération, voire de la métropole dans certains cas. Et puis, par ailleurs, plutôt que d'avoir ces programmes où d'un côté on a le programme pour les quartiers, d'un autre côté un programme pour la ville moyenne, de l'autre pour les petites villes, de l'autre pour le périurbain, de l'autre pour les territoires d'industrie, peu pour les montagnes, tout ça, ça fait juxtaposition de réponses sectorielles, ça fait pas une politique d'aménagement du territoire. Or, ce qu'on voit et ce que nous ont révélé le mouvement des Gilets jaunes, ce que nous révèle toute une série de nouvelles problématiques, de nouveaux défis, que ce soit en termes de réindustrialisation, en termes de transition écologique, etc., c'est que on ne s'en sortirait pas sans produire une vision un peu globale des enjeux territoriaux, sans en revenir à une politique d'aménagement du territoire qui a totalement disparu depuis la fin des années 90. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.